Alors, petite demande de ma part, est-ce que vous pouvez collectivement couper votre micro, s'il vous plaît? Pour, le confort de toutes et tous, afin qu'il n'y ait pas d'écho, lorsque nous allons, intervenir. Que ça soit à 5 mètres de la maison quand même. On fixe à 100 c'est-à-dire qu'on a l'eau de la fosse qui arrive ici. L'ensemble fait 5 mètres de large, 6 mètres de long, et on va récupérer l'eau propre au fond du filtre à sable, puisque comme on va mettre un massif de sable avec un sol une perméabilité Voilà, plus je crois grande que que le sol en nous place, participons en direct à on une va discussion récupérer sur l'eau des enjeux propre. d'assainissement. Et même si le sous-sol il n'est pas très perméable, les 20-30 premiers centimètres permettent quand même de disperser l'eau propre. Voilà. On ne peut pas traiter, mais peut disperser l'eau propre. C'est dans la condition d'une 4 personnes. Oui, c'est ça. Et le maximum qu'on puisse faire en fosse, c'est quoi? Après, si vous me dites que vous voulez partir sur quelque chose pour 5 chambres, parce que c'est pas un nombre de personnes, c'est un nombre de chambres. C'est parce que comme C'est un webinaire qui va être à la fois technique et financier. Exactement. Voilà. Merci à vous de bien vouloir couper vos micros. Nous allons attendre quelques minutes encore avant le début de ce webinaire. Bien, mesdames et messieurs, je vous propose de débuter ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Damien Christiani, je suis en charge des questions d'ingénierie financière au sein de la Banque des Territoires, au sein de la direction du réseau. Un grand merci pour votre participation à cette visioconférence relative aux enjeux financiers du transfert de la compétence en matière d'eau et d'assainissement qui sera animée par Paul Brondolin, qui est expert associé à la Banque des Territoires, auquel je laisserai la parole dans quelques minutes. Quelques mots d'organisation et d'intendance avant de débuter cette webconférence. Tout d'abord, un grand merci pour que vous puissiez chacune et chacun donc couper vos micros afin qu'il n'y ait pas, j'allais dire, d'écho et d'interférence pendant l'intervention de notre expert au cours de cette visioconférence. Vous aurez toute latitude au cours de cette visio pour poser l'ensemble de vos questions via le chat. Moi, je suivrai en temps réel le fil de discussion et nous prendrons plusieurs temps d'échange au cours de cette webconférence pour vos questions, vos observations, vos interrogations, parfois même vos réponses à certaines questions qui peuvent être posées, puisque l'expérience nous démontre souvent que, au sein de ces webinaires, eh bien, souvent, ce sont les participants qui eux-mêmes apportent des éléments de réponse à celles et ceux qui posent les questions qui sont toujours tout à fait pertinentes. Quelques éléments également pour vous dire que cette visio fait l'objet d'un enregistrement. Vous aurez donc la possibilité de pouvoir réécouter cette intervention via la plateforme Banque des Territoires. Et naturellement, nous vous communiquerons
je pense au cours de l'après-midi ou au plus tard demain matin, ce support d'intervention. Donc, vous aurez la possibilité à la fois de réécouter cette visio et vous aurez naturellement la possibilité de pouvoir parcourir à nouveau ce document. Et ce document, vous pourrez naturellement le transmettre à des collègues élus, techniciens qui sont aussi concernés par les enjeux de transfert de compétences en matière d'eau et d'assainissement. Un dernier élément pour vous préciser que cette intervention a lieu dans le cadre de notre service Rural Consult. Alors, Rural Consult est un service de renseignement juridique et financier qui est intégralement pris en charge par la Banque des Territoires. C'est un service ouvert aux communes de moins de 5 000 habitants et aux intercommunalités de moins de 50 000 habitants, ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h. Le numéro de téléphone pour rejoindre nos experts juridiques et financiers est le suivant. Il s'agit du 0970 808 809, 0970 808 809. C'est un service qui vous permet effectivement de pouvoir disposer de réponses précises sur l'ensemble des questions qui sont les vôtres pour la gestion de votre collectivité. Voilà, je pense avoir tout dit sur les éléments techniques préalables. Quelques mots d'introduction et je laisserai naturellement dans quelques instants la parole à Paul Brondelin. Alors, c'est un sujet éminemment central sur la seconde partie de mandat municipal. D'ailleurs, vous étiez près de 200 inscrits à cette webconférence. Hein. C'est dire tout l'intérêt qu'il y a à appréhender notamment les enjeux liés au transfert de la compétence eau et assainissement. Vous le savez, le législateur a fait le choix de maintenir la date du 1er janvier 2026 pour le transfert de la compétence auprès des communautés de communes, hein, puisque la compétence sur le petit cycle est déjà gérée par les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles depuis 2020. Néanmoins, de nombreuses questions se posent encore à l'égard des collectivités qui seront concernées par cette nouvelle phase de transfert de compétences, des questions ayant trait notamment aux enjeux de transfert de charges, en matière de politique tarifaire, en matière de transfert d'actifs et de passifs auprès des futures structures intercommunales. Et je ne doute pas, parce qu'il y a un certain nombre de syndicats de communes qui sont présents lors de cette visio, que vous ayez peut-être des questions sur notamment les dispositifs législatifs qui se sont succédés depuis la loi NOTRe, que ce soit la loi Fesneau-Ferrand de 2018, la loi relative à l'engagement et proximité de 2019 et la loi 3DS qui permet le maintien de syndicats de communes malgré le transfert de compétences auprès des EPCI à fiscalité propre. Donc nous aurons effectivement toute possibilité de répondre à vos questions. Je vous remercie une nouvelle fois de couper vos micros et sans plus tarder, je laisse la parole à Paul Brondelin. Une nouvelle fois, un grand merci pour votre participation à cette webconférence. Paul, c'est toi qui as la main. Merci à vous. Merci à toi. Paul, ton micro, ce sera mieux, je pense. Ah, Paul, on ne t'entend pas. Et maintenant, Alors, on t'entend. c'est bon, Voilà. on est sauvé. Alors, je me remets simplement pour vous permettre d'accéder aux documents en même temps que je vais présenter ces différents éléments. Donc, comme je le disais, merci beaucoup Damien, et c'est donc à mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour cette webconférence que nous consacrons donc effectivement aux enjeux financiers du transfert des compétences eau et assainissement. Donc, bien évidemment, c'est un sujet plus que jamais d'actualité, puisque
comme l'a rappelé Damien, même si le transfert obligatoire n'est effectif qu'au 1er janvier 2026, il s'agit d'une compétence avec des enjeux juridiques, organisationnels et financiers qui sont bien sûr très complexes et qu'il convient donc d'anticiper pour toutes les parties prenantes, que ce soit les communes qui vont se dessaisir de la compétence, les EPCI à fiscalité propre, en particulier les communautés de communes, et aussi bien évidemment les syndicats. Alors, on a essayé d'organiser un petit peu cette présentation de manière plus précisément à répondre à la question comment finalement réussir ce transfert des compétences eau et assainissement, comment en quelque sorte permettre et faciliter la neutralité financière de ce transfert tout en garantissant eh bien, une qualité de service élevée dans un domaine où les enjeux sont effectivement extrêmement nombreux et l'actualité des derniers jours le montre encore avec évidemment un contexte particulièrement difficile. Donc là encore, pour mettre un peu en perspective la présentation de ce matin, lorsqu'on parle d'eau et d'assainissement, selon les dernières données disponibles, on parle notamment en termes d'investissement d'un cinquième des budgets des intercommunalités. Ça veut dire que un quart des projets d'investissement et un cinquième des montants associés dans les programmes pluriannuels d'investissement des communautés eh bien, sont directement liés au financement de cette compétence d'eau et d'assainissement. Et donc, on conçoit bien, en rappelant ces chiffres-là, l'enjeu fondamental eh bien, qui est de bien réussir ce transfert. Alors, on aura plusieurs portes d'entrée pour analyser ces enjeux financiers du transfert de la compétence eau et assainissement. Dans un premier temps, il s'agira de répondre à la question de neutralité financière de ce transfert. On nous pose souvent la question, faut-il réunir la CLECT? Peut-on imaginer un montage financier qui ferait d'une manière ou d'une autre contribuer certaines communes qui, par exemple, auraient sous-investi sur les dernières années? C'est une partie importante de cette présentation qui, j'en suis sûr, nourrira vos réflexions et suscitera pas mal d'interrogations. On aura également un mot dans un second temps sur le transfert des excédents ou des déficits des budgets annexes communaux. Là aussi, une grande source d'interrogation, notamment pour les directions des communautés de communes qui vont récupérer la compétence dans 1 an et demi maintenant. Autre porte d'entrée qui nous a semblé éminemment importante et qui sera aussi dans le prolongement des dernières webconférences qu'on a organisées, notamment sur la tarification de l'eau. On aura une réflexion sur les enjeux tarifaires en lien avec ce transfert, avec une petite analyse jurisprudentielle à la clé. Et enfin, dans une dernière partie, on verra plus en détail ce qu'a apporté la loi 3DS sur l'organisation et la concertation préalable au transfert. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, l'histoire de ce transfert de compétences eau et assainissement a été assez mouvementée, puisque si on reprend en quelques mots le calendrier depuis le début, c'est la loi NOTRe qui, dans un premier temps, a prévu le transfert obligatoire de la compétence au 1er janvier 2020, aussi bien d'ailleurs pour les communautés de communes que pour les communautés d'agglomération. C'est ensuite, dans un second temps, qu'est intervenue la loi du 3 août 2018 qui a permis, sous certaines conditions de majorité, à certains territoires de repousser l'échéance du transfert au 1er janvier 2026. Et encore une fois, et dans le prolongement de ces dispositions, on a eu, à la fin de l'année 2019,
la loi engagement et proximité qui est venue apporter déjà de premiers assouplissements avec en particulier, mais pas seulement, la possibilité notamment de déléguer par convention l'exercice de la compétence à une commune ou à un syndicat inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Et dernière étape de ce parcours législatif finalement assez mouvementé, c'est la loi 3DS du 21 février 2022 qui a déjà soufflé ces deux bougies et qui confirme donc bien le maintien obligatoire du transfert au 1er janvier 2026. On n'a pas aujourd'hui, malgré certaines déclarations politiques d'information selon lesquelles le transfert serait de nouveau repoussé. Et cette loi 3DS organise également, dans le même temps, un certain nombre de mesures d'assouplissement pour permettre, là encore, de mener le transfert dans les meilleures conditions organisationnelles et financières possibles. Donc voilà pour ce calendrier qui fête bientôt ses 10 années. Et on rentre bien évidemment dans la dernière ligne droite maintenant, préalable au transfert de compétences, eau potable et assainissement, qui aura donc lieu au 1er janvier 2026. Alors, une des premières questions, il faut bien commencer par quelque chose. Une des premières questions que l'on peut se poser, c'est naturellement, puisqu'on parle d'un transfert de compétences, c'est comment assurer la neutralité, la viabilité financière de ce transfert. Alors, on connaît, pour avoir à de multiples reprises évoqué dans le cadre de nos cycles de webconférences le rôle que peuvent jouer les commissions locales d'évaluation des charges transférées, qui sont effectivement obligatoirement réunies dès lors qu'un transfert de compétences, que ce soit via une loi ou de manière facultative, a vocation à se produire. Toute la question qui se pose derrière, c'est effectivement d'assurer la neutralité financière du transfert, c'est-à-dire de garantir à l'EPCI qui va récupérer la compétence les moyens financiers suffisants qui vont lui permettre d'assurer la continuité de ce service de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées. Donc, c'est une question qu'on nous pose effectivement assez régulièrement. Doit-on, pour ce transfert spécifique, réunir la CLECT? Bien évidemment, la question se pose puisque le transfert obligatoire concerne la distribution d'eau potable et l'assainissement des eaux usées. Du point de vue juridique, on parle bien de service public industriel et commercial, c'est-à-dire qu'on rentre dans un schéma dans lequel, en théorie, l'eau finance l'eau, c'est-à-dire que ce sont les redevances payées par les usagers qui vont devoir financer les actions mises en place par la collectivité pour développer ce service. Donc, on se dit effectivement dans un premier temps que puisque le schéma financier est celui-ci, la CLECT n'a pas forcément vocation à se réunir puisque dans un monde parfait, les communes qui sont jusqu'ici en charge de la compétence disposent d'un budget annexe parfaitement équilibré et il suffira donc de mener à bien la procédure comptable permettant à l'Interco d'exercer la compétence dans une même situation d'équilibre. Cependant, on peut apporter deux nuances. La première, c'est déjà de faire mention que ce monde idéal, malheureusement, il n'existe pas tout le temps et que très souvent, d'expérience, on constate que même sur ces compétences qui revêtent effectivement un caractère de SPIC avec un équilibre à trouver, sans que le budget principal puisse financer via l'impôt, par exemple, l'exercice de la compétence, il y a très souvent des déséquilibres qui peuvent être constatés. Alors, ils peuvent être légaux, ces déséquilibres, dans le cas des plus petites collectivités,
mais ils peuvent aussi revêtir un caractère un peu exceptionnel dans le cas où certaines communes ont, par exemple, subventionné de manière régulière leur budget annexe. Donc, ça rend d'autant plus pertinent le fait pour la CLEC de se réunir, ne serait-ce que pour prendre une première photographie de l'équilibre réel de la compétence tel qu'il peut être matérialisé aujourd'hui dans le budget des communes. Et puis, en parallèle de cela, même si bien sûr le transfert obligatoire dont on parle au 1er janvier 2026 ne concerne pas à proprement parler la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines, ce qu'on constate là aussi par expérience, et c'est assez logique finalement, c'est que cette compétence sera transférée dans le même temps que les compétences d'eau potable et d'assainissement des eaux usées. Or, juridiquement, l'analyse est différente puisque cette compétence de gestion des eaux pluviales urbaines revêt non pas le caractère de service industriel et commercial, mais de service public administratif, donc comme n'importe quelle autre compétence. Et donc, si vous décidez de transférer dans le même temps cette compétence, alors il appartiendra à la CLEC de rechercher le coût net de ce service, soit dans le budget annexe, soit dans le budget principal, comme on va le voir dans quelques instants. Si on se place du point de vue des communautés de communes qui n'appliquent pas la FPU, c'est-à-dire qui vont organiser le transfert de compétences via un travail d'évaluation qui viendra impacter les attributions de compensation, si on est en fiscalité additionnelle, alors il nous semble effectivement pertinent pour les mêmes raisons d'évaluer ce transfert. Simplement, le fait de permettre la neutralisation sera plutôt réalisé via une modulation des taux d'imposition. On augmente un peu les taux communautaires, on baisse les taux communaux, puisque dans ce régime de fiscalité additionnelle, la CLEC n'existe pas. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, et si on essaie de se projeter sur le travail d'évaluation que la CLEC pourra mener. Si on commence avec la gestion des eaux pluviales urbaines, donc c'est un service public administratif qui n'a donc pas vocation à être équilibré par les redevances payées, mais qui est financé par le budget général d'une certaine manière. Lorsque on va analyser financièrement cette compétence, on va souvent se retrouver face à un premier écueil qui va être d'isoler les dépenses et les recettes afférentes à cette compétence précise par rapport au réseau d'eau qui va permettre la distribution de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées. C'est effectivement un premier problème. Comment peut-on le surmonter? Alors, on peut avoir quelques pistes. La première, c'est déjà d'avoir une cartographie assez précise de la nature technique de ces réseaux à l'échelle d'un territoire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est le 16 mai 2024, mais quand on commence effectivement à réaliser ce travail d'analyse technique, il me semble bien évidemment très pertinent de s'y prendre longtemps en avance. Alors, si on transfère dans le même temps que l'eau potable et l'assainissement cette compétence de gestion des eaux pluviales, on va essayer de s'interroger sur la nature technique de ces réseaux. On va pouvoir parler de réseaux vraiment séparatifs lorsque on ne va pas compter plus de 10% des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêt des emprunts exclus. Donc si on fait cette analyse et on part du principe que les réseaux entre la récupération des eaux pluviales et la distribution de l'eau potable sont des réseaux vraiment séparés, une circulaire de 1978, qui ne nous rajeunit pas, donc, nous indique que si tout est globalisé dans le même budget et qu'on ne peut pas individualiser, on peut retenir que la part consacrée vraiment aux eaux pluviales concerne à peu près 10% de la masse globale du budget. Si au contraire, l'analyse technique met en évidence que les réseaux de la collectivité sont plutôt unitaires, alors, cette circulaire de 1978 nous dit, dans ce cas-là, le
poids de la charge exclusivement consacrée à la gestion des eaux pluviales urbaines sera un peu plus importante et le chiffre avancé, c'est entre 20% et 35%. Si on s'attache cette fois à la compétence qui nous intéresse en premier lieu ce matin, l'eau potable, l'assainissement des eaux usées, comme je l'ai indiqué il y a quelques minutes, le rôle de la CLECT sera de définir une méthode de travail qui va permettre de s'assurer que sur les communes qui vont transférer la compétence, leur budget eau, leur budget assainissement ne soit pas en déficit structurel. On peut par exemple le vérifier en essayant de détecter d'éventuelles subventions d'équilibre récurrentes qui proviendraient du budget principal de la commune et qui iraient vers le budget annexe de cette même commune en M49. Un dernier mot sur la gestion des eaux pluviales urbaines. Si, encore une fois, hein, on part de l'hypothèse d'un territoire qui va transférer au 1er janvier 2026 non seulement la distribution de l'eau potable et l'assainissement des eaux usées, mais aussi cette compétence de gestion des eaux pluviales urbaines, qui donc revêtent deux régimes juridiques différents qui emportent donc des conséquences financières différentes sur les finances, avec d'un côté l'obligation d'un budget annexe équilibré et de l'autre la nécessaire identification de la masse financière que représente cette compétence. Dans ce cadre-là, si finalement on ne peut identifier aucune participation financière, et si la CLECT entend néanmoins calculer quelque chose parce qu'elle sait par avance qu'il y aura des dépenses à financer, on peut donc utiliser, pourquoi pas, les ratios de la circulaire de 1978, mais cela nécessite un travail technique assez important au préalable. La collectivité peut aussi, on l'a déjà vu, définir des ratios d'exploitation, des ratios de charges propres au territoire, le cas échéant, là encore, en s'appuyant sur une expertise extérieure. On peut également décider d'extrapoler pour certaines communes dont les informations sont manquantes et malheureusement ce cas se présente beaucoup plus souvent qu'à son tour, eh bien on peut extrapoler certaines informations financières depuis le budget d'une autre commune qui serait suffisamment représentative, pourquoi pas, ça peut donner un ordre d'idée. On peut aussi décider de ne pas déduire de charges, mais au risque de subir à terme un déficit de cette compétence et de ce service de gestion des eaux pluviales urbaines, ou bien on peut proposer en CLECT une autre méthode d'évaluation fondée sur le calcul du coût futur de la compétence, en ayant pourquoi pas recours à une révision libre des attributions de compensation. Donc voilà quelques exemples d'un point de vue instrumental, d'un point de vue opérationnel que vous pouvez anticiper et imaginer dans le cadre du transfert de la compétence des eaux pluviales urbaines, si jamais décision est prise de transférer cette compétence en même temps que la distribution de l'eau potable et l'assainissement des eaux usées. Autre possibilité juridique, on est là ce matin ensemble justement pour essayer d'explorer toutes les pistes et de regarder ce que la loi nous permet de faire. La loi engagement et proximité précise que la CLECT doit fournir, si le conseil communautaire le demande ou si un tiers des conseils municipaux le demande, une estimation prospective des charges susceptibles d'être transférées par les communes à l'établissement. Donc, c'est aussi un levier assez intéressant de se dire, même si le transfert n'a lieu que dans 1 an et demi, je peux très bien demander à la commission locale d'évaluation des charges transférées d'anticiper le transfert et pour ce faire, non seulement d'aller regarder dans le budget des communes comment sont financées les différentes compétences, mais aussi, et c'est notamment le cas pour les territoires qui malheureusement ont sous-investi sur les dernières années, de se projeter et de dire, ben voilà, dans les 4 ou 5 prochaines années, quelles seront les charges, quel sera le niveau de charge, et ça peut permettre d'engager un débat sur les méthodes d'évaluation de ce transfert.
Pour dire un mot maintenant sur les questions d'eau potable et d'assainissement, lorsque on constate un déséquilibre financier qui normalement ne doit pas exister, mais s'il existe au niveau des budgets annexes eau potable et assainissement, en théorie, eh bien, la solution consiste à jouer sur les tarifs pour combler le déficit. C'est ce que nous dit la loi. Néanmoins, et pour l'avoir moi-même constaté lorsqu'on a eu eh bien, à travailler sur différentes missions de préfiguration de transfert de compétences eau et assainissement, très souvent, et avec l'accord des préfectures, on constate un certain nombre de communes qui ont, sur plusieurs années, versé des subventions d'équilibre à leur budget annexe. Là, évidemment, le rôle de la CLECT va être d'identifier les communes qui ont procédé ainsi, ne serait-ce que, non pas dans une logique de sanction financière, mais dans une logique de se dire, OK, je vais récupérer sur mes 25 communes 25 budgets, ben je sais que sur 5 communes, je peux identifier un déficit structurel et ce déficit structurel, je peux le mettre en lumière parce qu'il y a une subvention du budget principal au budget annexe qui a été versée, non pas de manière isolée, mais de manière régulière sur plusieurs années. Alors on pourrait se dire, et c'est le débat qu'on a depuis tout à l'heure, que autant sur la compétence gestion des eaux pluviales, on parle de service public administratif et donc il y a une vraie opportunité de jouer sur les attributions de compensation pour permettre la neutralité du transfert et donc, in fine, de permettre à l'EPCI d'avoir les marges de manœuvre nécessaires pour financer dans de bonnes conditions cette compétence. Mais ça paraît beaucoup moins clair lorsqu'on parle d'eau potable et d'assainissement, puisque, OK, la belle affaire, on voit qu'il y a certaines communes qui sont en déficit. Néanmoins, ce budget annexe M49 qui va retracer l'eau potable dans un premier budget, l'assainissement dans un deuxième budget, l'opportunité de baisser l'attribution de compensation des communes ne paraît pas hyper pertinente de prime abord. Alors ça l'est notamment dans des territoires ruraux dans lesquels aucune commune ne compte plus de 3000 habitants, puisque dans ces cas particuliers, le PCI peut subventionner librement son budget annexe. Mais on verra dans quelques minutes qu'on peut aussi avoir une vision un peu plus globale de la manière dont on peut assurer la neutralité financière du transfert, grâce notamment aux assouplissements qui ont été permis par les différentes réformes. Alors, je n'ai pas tout à fait fini, vous l'avez compris, sur cette première partie, mais j'ai déjà exposé un certain nombre d'idées. Je ne sais pas, Damien, s'il y a des questions par rapport à ces éléments de nature financière sur les trois compétences qu'on a évoquées. Merci beaucoup, Paul. Alors, une seule question pour l'instant nous est posée par Madame, alors je ne sais, Madame Sergère, probablement, de la commune de Cressan. Alors, Cressan, c'est dans l'Allier. Donc, depuis de très nombreuses années, la participation de notre commune au budget annexe assainissement pour les eaux pluviales est toujours le même montant. Est-ce conforme à la réglementation? Pour moi, en termes de subvention, là, on parle bien des eaux pluviales, si j'ai bien compris. Oui, c'est Ça ça. veut dire, c'est ça. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Donc, selon moi, effectivement, il n'y a aucun souci pour que votre budget principal finance un budget annexe dont la vocation est de retracer les dépenses et les recettes de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Lorsque je parle d'étanchéité des budgets et d'impératif d'avoir un budget équilibré, c'est uniquement pour l'eau potable et l'assainissement des eaux usées. Donc, vous pouvez tout à fait subventionner librement ce budget annexe en fonction de ses besoins. Et si ces besoins sont les mêmes d'une année sur l'autre, je ne vois pas d'obstacle à ce que la subvention d'équilibre soit la même d'une année sur l'autre. Alors, petite précision, si vous voulez, on a une contribution pour les eaux pluviales qui est toujours la même. Oui.
Et chaque année, on a une subvention d'équilibre qui varie chaque année en plus, si vous D'accord. voulez. On a 2 contributions, 2 types de contributions. La subvention d'équilibre et la contribution aux eaux pluviales pour équilibrer le budget annexe. Et le budget annexe ne retrace que les eaux pluviales? Non. D'accord. Donc, c'est effectivement le cas dans lequel vous avez, comment dire, intégré au sein d'un même budget la partie gestion des eaux pluviales, qui est un Oui. SPA en fait, et les autres compétences, devrais-je plutôt dire, d'eau potable et d'assainissement. Donc j'imagine que, en théorie, la subvention du budget principal au budget annexe, il équilibre la partie eau pluviale. Oui et non. Il équilibre tout. Il équilibre tout, oui. Donc c'est justement la raison pour laquelle le travail de la CLECT est effectivement important, parce qu'il y a deux possibilités. Soit on se dit, bon, bah, on a aujourd'hui un budget annexe qui retrace l'intégralité des dépenses en lien avec la compétence, et donc, bah, juridiquement, en théorie, la subvention ne peut couvrir que la partie eau pluviale, et donc, il y a lieu, à mon sens, si je me place du point de vue de l'EPCI, de déduire la subvention. Mais il y a une autre possibilité, si c'est possible, d'identifier dans votre budget annexe ce qui va relever d'une compétence et ce qui va relever de l'autre. En tous les cas, répondre à la question « est-ce qu'aujourd'hui c'est légal de procéder comme ça ?», j'aurais tendance à répondre non, dans le sens où, en théorie, on parle bien de deux compétences, l'eau pluviale et l'assainissement, qui sont deux compétences qui juridiquement s'organisent différemment. Maintenant, c'est la raison pour laquelle on a cet échange ce matin, c'est que dans la pratique, c'est effectivement très souvent ce qu'on constate. La question, c'est maintenant, qu'est-ce que va faire le PCI pour assurer la neutralité du transfert? Voilà. Merci, Merci. Paul. Je ne sais pas si j'ai Euh, répondu précisément à votre question. Oui. Merci. OK. Alors, nous avons d'autres questions, mais qui concernent plus spécifiquement les enjeux ayant trait au transfert des excédents. Je pense que tu en parles Ouais, dans une seconde partie, donc tout à fait. Ouais. je vais te laisser poursuivre sur ces questions-là. Je regarde, ah ça y est, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Est-ce que l'amortissement est à prendre en compte pour l'équilibre financier, sachant que ce sont des opérations d'ordre? Alors, lorsque la CLECT se réunit, elle travaille uniquement sur des dépenses réelles. Donc, effectivement, la notion d'amortissement n'a pas à être pris en compte à proprement parler. Cette circulaire de 78, parce que je pense que c'est à ça que vous faites référence, quand on parle d'amortissement, je pense qu'on parle davantage de tout ce qui va relever des dépenses d'entretien des réseaux. Mais la CLECT, lorsqu'elle se réunit, ne raisonne que sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement réels. Une autre question, Paul, toujours sur les flux financiers, hein, entre le budget Mhm, général et les budgets annexes. Là, je pense qu'on est au cœur de la réflexion mhm. et de la problématique. Lorsqu'une commune de l'EPCI compte plus de 3500 habitants, y a-t-il possibilité de participation du budget de l'EPCI vers le budget annexe? Alors oui, et c'est ce qu'on va voir justement dans quelques secondes. Et c'est ce qui nous permettra justement d'envisager un montage particulier pour justement permettre d'assurer la neutralité financière du transfert. Il y a effectivement un certain nombre de dérogations qui ont été introduites justement dans la loi 3DS, qui permettent aux communautés de communes qui récupèrent la compétence eau assainissement, mais plus largement une compétence sous forme de service public industriel et commercial, de financer le budget annexe à certaines conditions, et on va les voir dans quelques instants justement.
Très bien, merci Paul. Une autre question de Madame Rondet. En dehors du déficit et d'une subvention d'équilibre parfaitement identifiée, qu'en est-il des dépenses qui sont directement prises en charge dans le budget principal? Pouvons-nous, par les attributions de compensation, compenser ces charges qui sont inévitablement transférées à notre PCI? Oui, pour moi, effectivement, dans un monde rêvé idéal, on a 2 budgets annexes M49, un pour l'eau potable, un pour l'assainissement, qui doivent être en théorie équilibrés. Et dans le budget principal, dans un monde idéal, encore une fois, hein, un certain nombre de mouvements financiers, de dépenses, de recettes qui vont concerner la gestion des eaux pluviales urbaines. Et sur ces dépenses-là, effectivement, vu que ce sont des dépenses intégrées au budget principal de la commune qui vont remonter dans le budget principal de l'interco, le transfert sera effectif. Il y a lieu pour moi, dans le but d'assurer la neutralité financière du transfert, d'identifier ces dépenses et d'en faire une évaluation qui pourra être, si la CLECT le décide, puisqu'il y a la partie financière et ensuite la décision politique qui en découle, mais qui peuvent faire l'objet d'une retenue sur les attributions de compensation, effectivement. Dernier point, Paul. Tu as nourri beaucoup d'attention sur la circulaire de 78. C'est un document que nous pouvons aisément trouver. Alors oui, je l'avais de toute façon relu avant de préparer en préparant plutôt ce webinaire. Donc on pourra mettre un lien peut-être dans le document que tu feras suivre, Damien, aux participants cet après-midi ou demain. Donc il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà, très bien. Merci, Paul. Et les autres questions, je pense que tu vas les appréhender dans la suite de ton intervention. Oui, je me suis interrompu justement parce que je me rendais compte qu'il y avait déjà pas mal de développement, mais pour poursuivre un petit peu justement dans cette logique globale d'assurer de A jusqu'à Z la neutralité financière du transfert, et certaines questions ont anticipé la réflexion justement qu'on a, c'est que si on veut être exhaustif, on doit effectivement s'interroger sur les possibilités de versement d'une subvention du budget principal au budget annexe M49 SPIC, c'est-à-dire eau potable et assainissement. Donc, pour rappeler le principe, on a dans le Code général des collectivités territoriales un article qui pose le principe d'une interdiction faite aux budgets principaux de prendre en charge des dépenses relatives aux services publics industriels et commerciaux. Ça, c'est le principe, et à chaque principe, ses exceptions. On avait jusqu'à la loi 3DS un certain nombre d'exceptions, donc qui pouvaient rendre possible le fait pour le budget principal de verser une subvention à son budget annexe. Ce qu'a apporté la loi 3DS, ce sont des assouplissements pour permettre notamment à tous les EPCI, indépendamment de leur population, de financer par une subvention du budget principal leur budget annexe d'eau et d'assainissement. Donc on va avoir deux cas. Premier cas, vous l'avez de toute façon sur la slide qui est diffusée, c'est quelle que soit la population des EPCI à fiscalité propre, au service de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, nous dit le texte, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. Et deuxième possibilité, c'est, là encore, quelle que soit la population de la communauté de communes, toujours en visant les services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, possibilité de verser une subvention du budget principal au budget annexe pendant la période d'harmonisation des tarifs d'eau et d'assainissement après la prise de compétence par l'EPCI à fiscalité propre. Donc ce sont des mécanismes qui sont très intéressants et qui peuvent être effectivement très opportunément utilisés, puisque avant on avait des limites démographiques. Ça n'est plus le cas depuis la loi 3DS. Et donc,
cela m'amène à conclure cette première partie qui est assez dense, hein, évidemment, mais on aborde la question fondamentale de bien distinguer les compétences qu'on va transférer, d'essayer de caractériser le travail de la CLECT et de donner des outils juridiques qui vont permettre, qui peuvent être un peu abstraits comme ça, mais qui vont quand même permettre d'avoir une assise en termes de droit qui va permettre, à mon sens, de bien financer la compétence une fois qu'elle sera transférée à l'EPCI. Donc c'est une première partie assez dense, mais que je voulais conclure sur la proposition d'un schéma de financement un peu global. On peut émettre l'hypothèse qu'un territoire va transférer ses compétences de distribution d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et très probablement dans la même temporalité, la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on réunit, si on est une communauté de communes à fiscalité professionnelle unique, on réunit dans un premier temps la commission locale d'évaluation des charges transférées. Excusez-moi. Cette commission, elle aura pour objet de s'intéresser à deux choses. D'identifier les dépenses en lien avec la gestion des eaux pluviales urbaines qui pourront être financées via une réfaction simple sur les attributions de compensation. Et elle devra aussi mener un travail de vérification des budgets annexes M49 pour s'assurer de leur équilibre. Une fois que ce travail d'évaluation est mené, avec une expertise technique ou financière extérieure, on peut identifier des coûts de compétences et donc le conseil communautaire, fort de l'évaluation menée par la CLECT, va pouvoir proposer une délibération dont l'objet sera de réviser à la baisse les attributions de compensation des communes concernées. Alors, pour la gestion des eaux pluviales urbaines, pas de problème, puisque de toute façon, en théorie, il n'y aura pas de budget annexe spécifique, étanche, qui sera créé par le PCI suite au transfert de cette compétence. Mais on peut aussi imaginer un tableau avec deux colonnes où on va parler plus spécifiquement du coût qu'on a pu identifier sur l'eau potable et l'assainissement. Baisse de l'attribution de compensation. Le conseil communautaire dit « Je vais me servir de cette baisse des attributions de compensation pour, pendant la durée d'harmonisation des tarifs ou si j'identifie un investissement important, je vais pouvoir, pendant un certain temps, dégager des marges de manœuvre en baissant les AC des communes qui vont permettre de subventionner les budgets annexes d'eau potable et d'assainissement pendant un certain temps, pendant la durée d'harmonisation des tarifs typiquement, ou pendant la durée des travaux de remise aux normes ou de développement d'un nouvel équipement qui suppose des investissements très importants. 4 ans, 5 ans, 6 ans. Une fois que ça c'est fini, j'arrête de subventionner mon budget annexe par une subvention du budget principal et, au terme de ces 5 ans, je réunis de nouveau la CLECT ou bien je discute en commission finance de tout ce qui a été fait et je m'interroge, est-ce que je maintiens les attributions de compensation comme ça ou bien je me dis, bien, tout ce que j'ai pu dégager en baissant les AC des communes pendant 4 ou 5 ans, ça a servi à financer cette subvention au budget annexe. Maintenant, j'ai pu harmoniser mes tarifs, j'ai pu, dans un monde idéal, là encore, j'en ai conscience, mais imaginons qu'on puisse effectivement raisonner comme ça. J'ai pu remettre aux normes mes principaux équipements, je reviens sur la révision des attributions de compensation que j'ai opérées. Et donc, ce schéma de financement peut permettre effectivement de faire contribuer indirectement les communes qui se sont rendues, entre guillemets, coupables de sous-investissement, mais de le faire dans un cadre légal solide, en deux temps, identifier une baisse des AC et se servir de ces marges de financement dégagées pour verser pendant un certain temps une subvention au budget annexe eau et assainissement. Voilà une proposition d'un schéma de financement global
qui pourraient être envisagées par certains territoires dans les premières années qui suivent le transfert. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie qui visait à donner pas mal de clés de compréhension sur le transfert de compétences, avant qu'on passe justement au deuxième temps de notre réflexion sur le transfert des excédents ou des déficits? Merci Paul. Oui, alors une question. Est-ce que tu peux revenir à la planche numéro 9, s'il te plaît? La Voilà, voici. voilà, tout à fait. Quelques questions qui vont dans le même sens, hein, donc je vais les résumer. Une interrogation sur l'adjectif excessif, sans augmentation excessive des tarifs, sur la possibilité donc de participer au versement de subventions au budget annexe. Y a-t-il de la doctrine, de la jurisprudence sur la notion d'excessivité des tarifs? Alors, je n'ai pas pu en identifier à proprement parler, et quand bien même on aurait des avis de Cour des comptes ou autres, on sera de toute façon sur un raisonnement à chaque fois au cas par cas. L'idée, de toute façon, c'est que si un EPCI souhaite financer son budget annexe SPIC par une subvention de son budget principal, il devra prendre une délibération pour le faire. Et dans cette délibération, devra justifier. Justifier, ça suppose effectivement de donner des chiffres. Ça suppose de dire, voilà, j'ai une station d'épuration pour lesquelles je vais avoir des travaux très importants à faire. Il va falloir mettre au regard et mettre à l'échelle, en quelque sorte, le volume des investissements que je vais devoir faire dans les 3 ou 4 ans par rapport au budget global et dire, si je n'augmente pas les tarifs, voilà le déficit auquel je vais être confronté. Je n'ai pas pu identifier de jurisprudence particulière, mais l'idée reste que on sera sur un contrôle d'opportunité dans un premier temps. Donc, quand je vais prendre ma délibération et je vais dire l'augmentation des tarifs serait beaucoup trop excessive si je ne pouvais pas verser cette subvention, il va falloir le justifier en disant, bah voilà, d'une année sur l'autre, c'est 30 ou 40% de hausse des tarifs si je veux équilibrer mon budget. Et dire que c'est une hausse excessive. Deux autres questions, mais qui vont également dans le même sens, Paul, de Madame Brochard et de Monsieur Valence, qui ont trait à la question des attributions de compensation. Et de manière plus générale, je pense que ce sont deux questions qui ont trait à la distinction entre la méthode de droit commun et la révision libre des AC. Première question, alors c'est du verbatim, Paul, hein. Je croyais que les attributions de compensation ne pouvaient pas être modifiées après avoir été fixées. Et la deuxième question, cela signifie donc qu'on peut appliquer des baisses d'attribution de compensation différentes selon les communes en fonction de leur déficit réel d'exploitation. Alors, pour répondre à la première question, il y a toujours la possibilité de revenir sur une attribution de compensation qui aura été fixée suite à un transfert, puisqu'on peut procéder à une révision libre. C'est d'ailleurs l'objet d'une réponse ministérielle assez récente qui traite le cas du rapport quinquennal sur les attributions de compensation. Vous savez que depuis quelque temps, il existe cette nouvelle norme qui impose aux EPCI de produire un rapport tous les 5 ans sur le niveau des attributions de compensation au regard de l'évolution du coût des compétences transférées. Et dans une réponse ministérielle, il est écrit effectivement que si on constate qu'il y a trop d'écart entre ce qui a été évalué par la CLECT dans un premier temps et le coût réel de la compétence 4 ou 5 ans après, alors la révision libre de l'attribution de compensation peut être mise en œuvre. On a une jurisprudence là-dessus du tribunal administratif de Grenoble qui nous dit « Ok, vous pouvez faire ça, mais vous ne réunissez pas de nouveau la CLECT. C'est juste une révision libre avec délibération concordante entre le conseil communautaire et là où les communes qui seraient intéressées à cette idée. » Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Et la seconde question, du coup, j'ai oublié, Damien, je suis parti dans Oui, mon raisonnement.
C'est pas grave, Paul. Une mémoire de poisson rouge. Cela signifie donc qu'on peut appliquer des baisses d'attribution de Ah oui, oui, compensation oui. selon Oui. les communes en fonction de leur déficit réel d'exploitation, mais des baisses d'assez différentes. Oui, pour moi, l'idée de toute façon du travail de la CLECT, ça va être d'identifier dans chaque budget des communes quels sont effectivement les déficits, puisque le PCI devra assumer ces déficits lorsque le transfert sera effectif. Donc, il est effectivement important de mener ce travail d'évaluation. Donc, comme je le disais, pour la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, on ne va pas avoir de difficulté. C'est une compétence qui s'analyse comme n'importe quelle autre compétence. Elle a un coût particulier. Ce coût va être imputé sur l'attribution de compensation. S'agissant des SPIC, donc la distribution de l'eau potable et l'assainissement des eaux usées, on va pouvoir effectivement identifier, mais encore une fois, c'est la CLECT qui va fixer ces modalités d'évaluation. Mais si, par exemple, on va voir une commune qui va subventionner sur 5 ou 6 ans pour des montants importants son budget principal, son budget annexe M49 par une subvention de son budget principal, on va avoir là un déséquilibre caractérisé et il y aura lieu, pourquoi pas, de faire usage du schéma de financement que j'ai proposé en disant cette commune-là, ça fait 5 ans que son service est en déséquilibre manifeste, je réduis son attribution de compensation, ça me permet de dégager des moyens financiers pour moi, communauté de communes, procéder à une subvention de mon budget principal à mon budget annexe, pour peu que je la justifie dans les deux cas que vous avez à l'écran, harmonisation tarifaire ou s'éviter une trop forte augmentation des tarifs. Et une fois que tout ça c'est fait, je reviens à un régime de croisière. Bien, merci Paul. Alors, il y a encore des questions. Je vais néanmoins en prendre une dernière, Paul, qui est très intéressante. Enfin, elles sont toutes intéressantes, évidemment. Mais néanmoins, celle-ci, elle nourrit souvent beaucoup d'interrogations et parfois dans le pacte financier entre communes et intercommunalités, elle est en tout cas centrale. C'est la question des fonds de concours, Paul. Oui. On a une question sur la possibilité de solliciter de la part des communes ou le cas échéant, enfin plutôt de la part des communes, puisque nous sommes dans le cadre d'une logique de transfert de compétences, des fonds de concours communaux pour participer aux investissements rendus nécessaires par, alors je mets beaucoup de guillemets derrière le terme utilisé, par l'inaction des communes, c'est-à-dire des communes qui n'auraient peut-être pas porté de politique d'investissement ambitieuse en amont du transfert de compétences. Alors, première remarque qu'on peut faire avant de rentrer sur le fond du sujet, de toute façon, même en partant du principe qu'on peut mettre en place un fonds de concours, il est facultatif. Ça veut dire qu'on doit avoir des délibérations concordantes. Donc, si j'essaie d'imaginer un petit peu le contexte qui est le vôtre, si une commune a effectivement sous-investi, entre guillemets, sur les années qui ont précédé le transfert, à condition de penser qu'un fonds de concours peut être versé, ce que moi, je ne pense pas, la commune pourra toujours dire « je ne signe pas la convention de fonds de concours ». Donc, on a déjà, de toute façon, cette première limite politique. Quand on regarde cette question des fonds de concours au budget annexe, on a une vraie difficulté, très honnêtement, parce que on trouve très peu de jurisprudence, voire même pas du tout. Bon, pas de jurisprudence du tout, mais surtout très peu de doctrine ou de circulaires qui permettraient effectivement d'y voir un peu plus clair. Donc, je préfère proposer une réponse au conditionnel. Il y a eu, il y a quelques années, une proposition de loi déposée au Sénat qui visait à rendre possible les fonds de concours, versés des communes aux intercommunalités, en modifiant les articles du Code général des collectivités territoriales. Cette proposition de loi, elle a été abandonnée. Pour moi, il y a un problème qui se pose, c'est qu'on est sur un budget annexe M49 qui ne doit être en principe que financé par les redevances payées par les usagers. Et l'exception à ce principe-là, c'est la possibilité de verser du budget principal
au budget annexe de l'EPCI uniquement un fonds de concours. Une subvention dans les 2 cas d'exception dont on a déjà pas mal parlé tout à l'heure. Donc, ça sous-entendrait qu'il faudrait verser de la commune un fonds de concours au budget principal de l'EPCI pour qu'ensuite le fonds de concours puisse servir à financer la subvention en fait, du budget principal au budget annexe. Or, dans le guide des coopérations de la DGCL, on nous dit que le fonds de concours ne peut financer qu'un équipement de manière directe. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de fonds de concours en cascade. Donc, on ne peut pas, par exemple, verser un fonds de concours à l'EPCI qui ensuite le reverserait à un syndicat. Mais pour moi, l'interprétation que j'en ai, c'est qu'on ne peut pas verser un fonds de concours à proprement parler sur le budget principal de l'EPCI, puisque le budget principal de l'EPCI ne retrace pas en fait les dépenses d'eau et d'assainissement. Donc ma réponse serait de dire non, pas de fonds de concours versés par les communes à l'EPCI. Mais l'honnêteté intellectuelle vise à appliquer à la fois la méthode de Descartes et la méthode empiriste anglaise. La méthode de Descartes nous dit rationnellement on ne peut pas le faire, mais empiriquement on peut regarder quand même ce qui se fait. Et quand on fait une petite recherche sur Google, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un certain nombre de collectivités qui l'ont fait, sans que je puisse aujourd'hui dire s'il y a eu retoquage par le contrôle de légalité ou pas. Donc en théorie, pour moi, juridiquement, la réponse est négative, mais si vous faites une petite recherche rapide, vous pouvez assez rapidement identifier des collectivités qui, en tout cas, s'y sont risquées. Voilà. Bien, merci Paul. Je ne savais pas qu'on aurait placé Descartes ce matin en matière d'eau et d'assainissement, mais la Et si, philosophie est il y a suffisamment... l'analyse cartésienne et l'analyse empirique. Et Voilà. pour moi, l'analyse cartésienne nous dit non. L'analyse empirique nous dit, visiblement, c'est possible. Le contrôle de légalité n'a rien dit. Tant qu'il n'y a pas de contentieux, c'est parfait, jusqu'au jour où il y en aura un. Voilà. Bien. Merci Paul. Sans plus attendre, parce que l'heure tourne, je te propose donc d'intervenir sur la question des excédents et des déficits constatés au titre des budgets annexes. Oui, effectivement, de toute façon, on est toujours en lien avec le fait de permettre à ce transfert de se produire dans des bonnes conditions. Donc, ça sous-entend effectivement de s'interroger sur le devenir des excédents ou bien des déficits, mais plus généralement des excédents des budgets annexes. Alors, on en a déjà dit quelques mots sans rentrer dans le détail. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une jurisprudence en la matière assez constante, en fait, qui nous dit, et vous avez les références jurisprudentielles en la matière, qui nous dit en fait que dans le cadre d'un service public industriel et commercial, eh bien, un excédent qui aurait été créé sur ce budget n'est pas un bien nécessaire à l'exercice de la compétence. Donc, ça sous-entend que aujourd'hui, entre juristes, il y a une compréhension finalement assez partagée qui consiste à dire que, de droit, les communes maintiennent leurs excédents dans leur budget principal au moment où elles vont clôturer leur budget annexe, c'est-à-dire au moment du transfert. On a une réponse ministérielle assez claire en la matière du 10 mars 2020. Néanmoins, il y a d'autres jurisprudences antérieures qui posent quand même un doute. Où on nous dit notamment, oui, c'est vrai, c'est bien, ce n'est pas un bien nécessaire à l'exercice de la compétence, mais néanmoins, il l'est à partir du moment où on peut identifier qu'il va y avoir des besoins financiers importants juste après le transfert. Mais pour donner une réponse claire, le droit nous dit ça rentre dans le budget principal de la commune, à moins que les communes et l'intercommunalité se mettent d'accord pour un transfert partiel ou en totalité de cet excédent. Alors après, il y a effectivement des moyens de pression pour les intercommunalités. Et on en parlera notamment lorsqu'on va aborder d'ici quelques minutes les possibilités de mettre en place une différenciation tarifaire.
mais on est sur de la négociation politique. Le droit nous dit véritablement, écoutez, nous, on considère qu'un SPIC doit être équilibré. S'il y a un excédent, c'est qu'il n'est pas nécessaire à l'exercice de la compétence. Donc, il n'a pas lieu, effectivement, d'être transféré de droit à l'intercommunalité. Alors, il y a juste une exception qui est apportée par la loi Engagement et Proximité dans son article 14. C'est notamment lorsque le schéma de distribution d'eau potable fait apparaître un taux de perte en eau supérieur à un certain nombre de données techniques que je vous ai rappelées dans cet article du CGCT. Dans ce cas-là, pour en quelque sorte sanctionner le sous-investissement d'une commune qui se matérialiserait par un taux de fuite extrêmement important, alors, dans ce cas-là, on part du principe que le transfert de compétences doit s'accompagner, en plus du transfert de l'excédent du budget annexe du service d'eau de la commune en question. Là encore, subtilité, sauf disposition contraire prévue par convention. Donc là encore, on peut avoir une certaine souplesse et une certaine agilité dans la manière dont on s'organise. Mais si, en tous les cas, on fait ce constat d'un taux de fuite extrêmement important et que, dans le même temps, on observe que la commune dispose et bénéficie d'un excédent important, alors de droit, dans ce cas-là, l'excédent est vraiment transféré à l'EPCI. Donc, je vous invite à reprendre connaissance, si ça n'est pas fait, de cette loi engagement et proximité qui apporte effectivement une limite à la faculté pour les communes de conserver leur excédent. Alors, je suis passé vraiment un peu vite sur cette partie. J'imagine qu'il y a peut-être quelques questions avant qu'on passe au sujet connexe des enjeux tarifaires. Alors, tu imagines bien, Paul, puisqu'il y a quelques questions sur cet enjeu important, sur le devenir des excédents. Monsieur Tribu nous pose la question suivante. S'agit-il uniquement du solde positif de fonctionnement ou peut-on reprendre le solde positif d'investissement? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Est-ce que c'est l'ensemble des excédents? J'ai un doute sur la réponse à cette question. Préfère réserver ma réponse et on intégrera une petite donnée là-dessus dans la diapositive que vous avez à l'écran. J'ai un doute. Préfère vérifier. Autre question, tu as surtout parlé de l'eau. On nous interroge par rapport au budget annexe assainissement. Oui. S'il y a, j'allais dire, le même principe sur le volet de l'assainissement. Oui, pour moi, c'est de toute façon un principe qui s'applique à n'importe quel service du moment qu'il a une vocation industrielle et commerciale. Donc, on ne parle pas que de l'eau et de l'assainissement, mais la jurisprudence, quand on la regarde, ne traite pas à proprement parler de la spécificité de la compétence, mais de la spécificité du service. Donc, à partir du moment où on est sur un SPIC, le fait pour la commune de conserver l'excédent dans son budget principal est effectivement la règle. Dernière question, Paul, est-ce que l'EPCI est obligé de le reprendre? Alors, on parle du déficit dans le cadre du transfert. Je crois que tu as déjà répondu à cette question. Alors non, de la même manière, en cas de déficit, c'est bien la commune qui reprend le solde négatif de clôture, puisque la règle, c'est de toute façon que le résultat, qu'il soit un excédent ou bien qu'il soit un déficit, est réintégré dans le résultat du budget principal de la commune. Donc, ce sont les mêmes dispositions qui s'appliquent selon qu'on soit dans le cas d'un excédent ou d'un déficit. Et Monsieur Valence, en complément, nous apporte son témoignage. Lors du transfert de l'assainissement début 2023, nous avons intégré l'intégralité des excédents de fonctionnement comme investissement sans aucune remarque du contrôle de légalité. D'accord. Merci.
Merci pour votre retour, Monsieur Valence. Merci pour votre retour et on intégrera de toute façon quelques éléments dans le document qu'on vous fera parvenir sur cette question. Une dernière question, Paul, toujours sur ces adjectifs qui souvent nourrissent beaucoup d'interrogations. Quel est le seuil du taux de perte pour entrer dans ce cadre? Alors, c'est lorsque Alors, je tu... ne l'ai pas Voilà, en c'est ça, tête, mais j'ai laissé en tous le taux les de perte cas en eau. la référence législative qui est le 2224-7-1 du CGCT qui renvoie ensuite à un décret. Là aussi, on pourra compléter la diapositive si on peut retrouver des informations en la matière. Oui, et peut-être avons-nous, à travers cette disposition du Code général des collectivités territoriales, également de la note dite infrapaginale, voire de la jurisprudence qui peut-être complète ce Ouais. propos. Bien, je te propose, Paul, de passer donc à la troisième partie de ton intervention sur les enjeux de tarification. Oui, exactement. Troisième partie sur les enjeux tarifaires. Là aussi, un point bien évidemment extrêmement important, puisque même si on parvient à assurer la neutralité financière en essayant d'utiliser tous les outils juridiques et financiers à notre disposition, se pose inévitablement la question de l'application d'un tarif unifié au sein du territoire. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que, pour rappeler un petit peu le principe, avant le transfert des compétences eau et assainissement, tant que le service est assuré au niveau des communes ou de plusieurs syndicats, on a effectivement un certain nombre de tarifs différents qui s'appliquent sur chacune des communes. Lorsque le transfert sera effectif, donc obligatoirement et au plus tard au 1er janvier 2026, il faudra appliquer le principe d'égalité de l'usager devant la charge publique et il faudra donc harmoniser les tarifs. Cette harmonisation, elle doit s'effectuer dans ce qu'on appelle un délai raisonnable. Et pour anticiper certaines de vos questions, puisque là encore, on a un adjectif qui peut-être pose davantage de questions qu'il n'y répond, cette notion de délai raisonnable, elle n'est en fait ni précisée dans les textes, ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence. Ce qu'il faut en revanche intégrer, c'est qu'il va falloir travailler sur une harmonisation tarifaire progressive et pouvoir justifier de la production d'actes administratifs qui démontrent qu'il y a bien une volonté de recherche d'harmonisation tarifaire progressive au sein du territoire. Donc ça, c'est quand même un point important, c'est que délai raisonnable ne signifie pas on ne fait rien pendant les 4 ou 5 premières années. Il va falloir, dès les premiers mois au cours desquels le transfert va devenir effectif, excusez-moi, réfléchir sur les modalités par lesquelles les tarifs seront harmonisés. Alors, l'harmonisation tarifaire progressive est une obligation qui découle de ce principe d'égalité de traitement des usagers face aux services publics, mais on a un arrêt de principe qui a fait date de mai 1974 du Conseil d'État qui pose 3 exceptions à ce principe d'harmonisation tarifaire. Premièrement, si la différenciation tarifaire résulte d'une loi, peut sembler assez cohérent et assez logique. D'autre part, et on rentre dans quelque chose de très intéressant pour le sujet qui nous concerne ce matin, s'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, et on verra ce que dit la jurisprudence en la matière. Et troisième exception, si la différenciation résulte d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public.
Donc, une fois qu'on a dit ça, on a posé le cadre, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2026, les communautés de communes qui vont effectivement récupérer la compétence vont devoir réfléchir à harmoniser la multiplicité des tarifs qui s'appliquent aujourd'hui sur les communes. Ils vont devoir réfléchir également à la question de savoir est-ce que c'est pertinent de mettre en place le même tarif partout sur le territoire si on peut justifier justement de conditions particulières qui permettraient d'avoir des tarifs différents. Alors, sur ce point, on acte d'un droit à la différenciation tarifaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que le PCI pourra effectivement imaginer une différenciation tarifaire, mais il va falloir le justifier au regard de critères suffisamment objectifs. Ces critères suffisamment objectifs, ils ont été effectivement définis au fur et à mesure du temps par le juge administratif qui, il faut bien le reconnaître, apporte, on peut dire, une certaine souplesse vis-à-vis de ces possibilités. On peut citer 4 exemples, 3 plutôt positifs et le dernier qui marque justement au contraire une limite à ces possibilités de mettre en place des tarifs différenciés. Première possibilité, c'est la possibilité d'établir une tarification différenciée sur un même territoire. Donc, une partie va se caractériser par une vocation touristique très marquée qui va engendrer d'importantes fluctuations de population et donc davantage de consommation à certaines périodes. C'est un arrêt, là encore, un arrêt de principe, l'association Narbonne Liberté de 1996, un arrêt du Conseil d'État, qui nous dit effectivement, sur un même territoire administratif, si on a différentes conditions de consommation, de rendu du service entre une zone particulière et une autre, alors on peut justifier de tarifs différents. Autre exemple, pour un CIVOM cette fois, qui a compétence en matière d'assainissement, eh bien, là encore, dans une réponse ministérielle de 2011, qui reprend d'ailleurs un certain nombre d'arrêts de jurisprudence, il est rappelé l'autorisation de mettre en place 2 tarifs différents, là encore, sur 2 portions d'un même territoire, qui vont se distinguer notamment par des différences de relief, qui vont nécessiter des investissements et donc un coût du service beaucoup plus important sur la partie montagneuse du territoire par rapport à la partie située dans la vallée. Autre possibilité, là encore, pour avoir un exemple un peu plus contemporain, puisque c'est un arrêt du Conseil d'État du 22 octobre 2021, il sera possible de fixer des tarifs différents sur un même territoire en cas d'un historique et d'un cycle d'investissement différent. C'est-à-dire, par exemple, on pourra décider d'appliquer un tarif plus faible pour certaines habitations déjà raccordées à un réseau historique, alors que pour certains lotissements en construction qui vont nécessiter d'étendre le réseau, on pourra mettre en place des tarifs plus élevés pour justifier justement qu'on doit réaliser des travaux. Donc c'est extrêmement important parce qu'on se rend compte que non seulement il y a la possibilité d'opérer une différenciation tarifaire sur des zones importantes, mais on peut aussi le faire sur des zones beaucoup plus réduites. Et c'est ça, c'est ça qu'apporte le Conseil d'État dans son arrêt du 22 octobre 2021. Donc, une certaine souplesse, néanmoins, comme d'habitude, certaines limites également, en particulier dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille d'avril 2023, le juge administratif a par ailleurs rappelé qu'il était interdit d'instituer une différenciation tarifaire au sein d'un même territoire qui serait justifiée par un critère tenant au caractère principal ou secondaire de la résidence. Donc on voit bien l'idée, c'est-à-dire que on va pouvoir justifier, pourquoi pas, de mettre en place des tarifs différents pour la partie du territoire littoral, par exemple, où on va avoir un coût du service beaucoup plus important pendant la saison estivale, par exemple.
mais on ne pourra pas distinguer selon les habitations, faire une distinction fiscale qui occasionnera une différenciation tarifaire. C'est un certain nombre d'exemples que j'ai retenus. Il y en a d'autres que l'on peut retrouver sur la base des réponses ministérielles de l'Assemblée nationale ou du Sénat, mais ils m'ont semblé assez pertinents pour saisir, comme on dit, la substantifique moelle qui permet de savoir qu'est-ce qu'on peut imaginer comme différenciation tarifaire ou pas. S'agissant des enjeux et des axes de réflexion, je vais passer un petit peu plus vite parce que le temps tourne et je suppose qu'il y a un certain nombre de questions sur la problématique tarifaire. C'est que le conseil que l'on peut aussi donner en parallèle de la fixation des tarifs, c'est effectivement de profiter du fait qu'il y a un changement dans l'autorité compétente pour s'interroger sur les modalités de calcul des tarifs. Notamment, on peut citer comme axe de réflexion envisageable quel peut être l'équilibre entre la part fixe et la part facultative. Faut-il instaurer, pourquoi pas, une tarification sociale ou saisonnière? Quelle répartition du taux d'effort on peut envisager en fonction des différentes situations? Ce que je veux dire par là, c'est que, bien évidemment, l'axe de réflexion numéro 1, c'est de déterminer des tarifs qui vont permettre d'assurer la pérennité de l'équilibre économique du service, mais on peut aussi profiter que tout le monde sera autour d'une table pendant un certain nombre de mois pour engager, pourquoi pas, une réflexion concomitante sur ces autres aspects. Et je vous invite, je pense qu'il y a des replays disponibles sur le site de Rural Consult et de la Banque des Territoires de notre webinaire qu'on a organisé il y a quelques mois sur la tarification de l'eau. Voilà pour cette partie tarifaire. Je vais prendre vos questions avant de conclure sur la dernière partie qui sera un bref résumé des apports de la loi 3DS, notamment en matière d'importance de la concertation préalable et des différents outils juridiques qui y sont associés. Bien, Damien, s'il y a des questions, oui, je oui, suis prêt à y répondre, si je peux. bien. Merci, Paul. Effectivement, quelques questions. Je partage ton analyse, notamment sur la question de la tarification sociale ou de la tarification saisonnière, dans le cadre des missions d'ingénierie territoriale que la Banque des Territoires porte auprès de ses différentes directions régionales, notamment sur le financement de réseaux d'eau et d'assainissement. Nous avons très régulièrement, notamment des analyses amont sur la question de la tarification et notamment dans certaines régions, et vous vous doutez bien que le Sud-Est est plutôt marqué par ces enjeux, notamment des questions de tarification saisonnière qui sont vraiment aujourd'hui, en tout cas à l'ordre du jour des territoires dans le cadre des enjeux de transfert de compétences notamment. Quelques questions. Alors, une question intéressante, Paul. Est-ce que le mode de gestion, c'est-à-dire la distinction entre régie et DSP, pourrait être un critère objectif de différenciation tarifaire, selon toi? Alors, j'ai coutume de dire que je ne peux pas me faire juge à la place du juge. Mais ce que j'aimerais essayer de développer comme idée, c'est que pour moi, le mode de gestion n'est pas, à mon sens, euh, comment dire, une différence de situation objective appréciable. Quand on voit ce que permet la jurisprudence, on se rend compte à chaque fois qu'il y a une possibilité de distinguer les tarifs si on peut justifier notamment qu'on va avoir des coûts beaucoup plus importants sur une partie du territoire parce qu'il y a des caractéristiques physiques, sociales, touristiques qui peuvent effectivement le justifier. Donc je ne suis pas sûr que la différence de mode de gestion préalable au transfert soit effectivement une garantie qui permettrait d'autoriser une différenciation tarifaire. De la même manière que l'existence de déficits particuliers sur certaines communes. Si on peut par contre justifier que le déficit sur certaines communes est en lien avec le fait qu'il
il y a des caractéristiques topologiques, morphologiques, sociales qui justifient le fait que ça coûte plus cher sur une partie du territoire et qu'il y a des investissements beaucoup plus coûteux, là, alors, on peut rentrer dans la jurisprudence que j'ai exposée. Pour moi, le mode de gestion, on pourrait toujours regarder, hein, mais je n'ai pas, je ne pense pas qu'on soit dans ces conditions de différenciation tarifaire. Mais je donne un avis, je parle vraiment au conditionnel. Oui, mais je partage également ton avis, Paul, hein, puisque j'essayais déjà moi-même d'apporter des éléments de réponse lorsque j'ai lu cette question. Question également un peu concomitante, cette fois-ci sur la nature des stations d'épuration, notamment sur leur typologie, leur spécificité technique. Pourrait-il s'agir également d'une opportunité de différenciation tarifaire eu égard leurs coûts de fonctionnement qui peuvent apparaître assez distincts l'une par rapport à l'autre? Si, encore une fois, on est capable de justifier techniquement le fait qu'un service coûte plus cher d'un côté du territoire par rapport à un autre, pourquoi pas? Encore que le juge pourrait répondre qu'il appartient à la collectivité de Oui, mettre en œuvre les travaux nécessaires pour que ça coûte pareil partout. Mais pour moi, on n'est pas sur une caractéristique physique à proprement parler du territoire. Donc là encore, je préfère réserver ma réponse. Mais je pense qu'il y a différents arguments qui le justifient par rapport à la question du mode de gestion, en tout cas. En tout cas, c'est plus défendable, selon moi, face à un juge. oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, l'un de nos participants nous précise à juste titre que dans le cadre d'une concession de service public, notamment, le prix de l'eau est fixé contractuellement, donc il pourrait aussi y avoir un risque de remise en cause de l'économie générale du contrat Bien sûr. dans ce cadre. Mm. Une autre question, alors qui sort un peu du cadre de ce webinaire, mais qui n'est pas complètement distincte quand même. Et ça permettra peut-être de faire la transition vers la dernière partie. On n'a pas parlé, mais c'est normal puisque ce n'était pas l'objet de ce webinaire. Nous n'avons pas parlé, Paul, du devenir patrimonial des Oui. biens affectés à l'exercice de la compétence, même si tu en as un peu indirectement parlé au moment de l'analyse, notamment du devenir des excédents et du déficit des budgets annexes dans le cadre des transferts de compétences. Une question nous est posée, alors je ne sais pas si c'est Gilles, le prénom, ou Monsieur Gilles, voilà, j'ai juste Gilles devant moi, lors du transfert de compétences, alors je vais la requalifier hein, puisque c'est une question, donc est-ce plus une mise à disposition des installations ou plutôt une acquisition, donc dans le cadre du Code de la propriété des personnes publiques, pour notamment des questions assurantielles, donc des questions d'assurance. Est-ce qu'on est plutôt sur une mise à disposition ou plutôt sur un transfert en pleine propriété du patrimoine communal dans le cadre du transfert? Ça, c'est une question importante et assez récurrente, hein, Mm. notamment sur les enjeux de transfert de compétences, quels qu'ils soient entre communes et intercommunalités. Mm. Alors là encore, bon, ça méritera sans doute vérification, mais selon moi, c'est un transfert de compétences classique, avec donc application du principe qui est la mise à disposition gratuite des équipements. Il me semble qu'il y a la possibilité de déroger par convention, ou en tout cas par délibération concordante, j'ai un doute sur le véhicule juridique, mais que les cas dans lesquels il y a un transfert en pleine propriété obligatoire, j'ai en tête la voirie dans les métropoles, sans que je sois spécialiste du droit de l'intercommunalité, mais ça me parle parce qu'il y avait des questions Oui, sur la DGF et la longueur de voirie, donc ça oui, m'avait interpellé, mais on vérifiera. Mais la réponse de principe que je peux donner, c'est que pour moi, c'est oui, une mise à disposition à titre gratuit oui. des équipements. Oui. Alors, je peux compléter ta réponse, Paul, Mm. effectivement, hein. Nous sommes bien sur un enjeu de mise à disposition.
Ouais. puisque c'est le régime de droit commun qui s'applique, hein. Ce sont les articles L 1321-1 et suivants du CGCT. Pour certaines catégories d'intercommunalités, notamment les communautés urbaines et les métropoles, tu as raison de le préciser, Ouais, c'est un transfert de droit en pleine propriété. c'est ça. Néanmoins, le Code général de la propriété des personnes publiques, ce qu'on appelle dans notre jargon le CG3P, Mm. autorise le transfert en pleine propriété de biens relevant du domaine public dès lors Ouais, qu'ils appartiennent à une personne publique et affectés à l'exercice d'une mission de service public. Mais ce transfert en pleine propriété est autorisé uniquement entre personnes publiques, donc entre ouais, communes et intercommunalités. Donc, classiquement, dans 90 à 95% des cas, nous sommes bien sur un principe de mise à disposition à titre gracieux sur la base d'un procès-verbal établi contradictoirement. Et in fine, effectivement, cette possibilité donc qui nous est offerte, non pas, j'allais dire, d'aller sur de la mise à disposition, mais sur un transfert en pleine propriété, ce qui peut aussi avoir quelques conséquences, notamment sur les enjeux de police d'assurance respectifs conclus par la commune propriétaire et l'intercommunalité qui est gestionnaire du service et qui porte la responsabilité du maître d'ouvrage dans le cadre du transfert de compétences. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Monsieur Giraud, quels sont les paramètres tarifaires à harmoniser? Les parts variables et fixes de chaque collectivité, le coût complet avec les taxes des agences, les parts communales et des délégataires. Je pense qu'il nous faudrait, plusieurs minutes pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions, Paul. Pour moi, l'idée de toute façon de l'harmonisation tarifaire, c'est que n'importe quel abonné, peu importe où il est situé sur le territoire, reçoive la même grille en fait. Donc pour moi, il faut harmoniser, je dirais, l'ensemble de ces éléments. C'est ma réponse de principe, à moins d'opérer une différenciation tarifaire si on est en mesure de la justifier par des critères suffisamment objectifs au regard de la situation de Mm. l'usager. Je ne sais pas si tu as un autre avis, Damien, mais pour moi, l'idée, c'est effectivement que tout le monde soit logé à la même enseigne, quoi, en fait. Oui, 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 tout à fait. Une autre question, et on passera à ton propos conclusif. Madame Beradja, existe-t-il une charte des bonnes pratiques pour permettre un transfert de compétences eau et assainissement? Y a-t-il des retours d'expérience, des publications qui existent en la matière? Alors, vous pouvez notamment aller sur le site d'Intercommunalité de France, qui a mis en ligne un dossier assez complet, me semble-t-il, hein. J'espère que je ne me trompe pas d'association, mais je crois que certaines associations d'élus, dont Intercommunalité de France, ont produit des dossiers assez complets en la matière. Avec retour d'expérience, effectivement. Ouais. Est-ce qu'on passe à la dernière partie, Damien? Oui, pardon, je parlais, mais mon micro n'était fermé. Une question sur les pouvoirs de police. Alors, ce que je vous propose, Monsieur Tribu, nous avons des publications et des notes qui ont fait l'objet notamment de mise en ligne à travers Rural Consult sur la question des pouvoirs de police et notamment du transfert entre communes et intercommunalités. Et si vous avez des questions particulières sur notamment le pouvoir de police administrative spéciale en matière d'assainissement collectif, n'hésitez pas à solliciter le service juridique de Rural Consult au 0970 808 809 pour effectivement que vous puissiez poser votre question qui obéit peut-être à un cas pratique, à une situation particulière. Monsieur de la Piquerie, Jacques de la Piquerie, me demande de reposer la question des liens d'intérêt au sein de la CLECT lors de l'étude des cas. Alors, peut-être pouvez-vous, Monsieur de la Piquerie, compléter votre
questions. Et le temps que vous complétiez votre question, Paul, je te propose peut-être de conclure sur ta 4e partie. D'accord, très bien. Oui, effectivement, juste un mot de conclusion en rappelant que finalement, si on devait résumer tout ce qu'on s'est dit en une grande idée, c'est que la réussite du transfert des compétences eau et assainissement, la clé de cette réussite, c'est véritablement l'anticipation. L'anticipation en réunissant suffisamment en amont la CLECT, ne serait-ce avant même. Ah, Paul, on ne t'entend plus. Et là, on m'entend de nouveau. Oui, on t'entend de nouveau, tout à fait. D'accord. Je disais juste effectivement que, en propos conclusif, la clé de la réussite du transfert des compétences eau et assainissement, c'est effectivement d'anticiper avec, en utilisant tous les outils juridiques à sa disposition et en étant bien conscient des difficultés financières pour ce transfert de compétences en particulier. On a essayé de les détailler et à chaque fois d'essayer d'offrir des solutions qui nous ont semblé assez pertinentes pour que ni les communes ni le PCI ne soient lésés à l'occasion de ce transfert. Ce qu'a apporté la loi 3DS dans son article 30, c'est effectivement la caractérisation d'une concertation préalable qui est effectivement extrêmement importante. Cela veut dire que dans l'année qui précède le transfert obligatoire, obligatoirement se tiendra un débat qui sera convoqué par le président de l'EPCI en concertation avec les maires et qui aura pour objet d'analyser et d'anticiper la tarification des services publics pour l'eau et l'assainissement, de caractériser les investissements importants qui sont liés à ces compétences qui seront transférées. Par ailleurs, même en aval de ce transfert, il y aura la possibilité d'organiser un nouveau débat chaque année lors de la présentation du rapport sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement. Et en marge de ce débat, il pourra y avoir conclusion d'une convention entre le PCI et les communes qui précisera les conditions tarifaires des services eau et assainissement, les orientations de la politique d'investissement du territoire sur les principales infrastructures et les modalités des délégations de compétences aux communes qui en feraient la demande. C'est un point qu'on n'a pas forcément évoqué aujourd'hui, mais comme vous le savez, quand bien même le transfert de compétences et donc la remontée des compétences distribution d'eau potable et assainissement des eaux usées revient aux EPCI au 1er janvier 2026, la loi autorise effectivement, via la délégation, la possibilité de confier l'exercice uniquement de la compétence, pas la fixation des tarifs ou autres, aux communes ou aux syndicats infracommunautaires s'ils existent. Donc, il faut aussi envisager cette possibilité, mais ça n'a pas d'impact particulier sur tout ce qu'on s'est dit, à savoir qu'il y a un travail préalable d'évaluation du coût de la compétence dans le budget des communes, une réflexion à avoir sur le devenir des excédents dans les budgets annexes des communes, une réflexion à avoir sur le délai dans lequel on va harmoniser les tarifs et si oui ou non on va proposer une différenciation tarifaire. Toutes ces réflexions doivent être menées en amont, notamment dans le cadre juridique qui est posé par la loi 3DS. Voilà ce que je pouvais dire en guise de conclusion de ce webinaire. Et bien évidemment, dans le document qu'on vous transmettra dans la journée ou demain, en tout cas avant la fin de la semaine, on essaiera d'ajouter quelques éléments sur les questions qui ont été posées aujourd'hui, notamment les questions qui n'ont pas trouvé de réponse. Voilà. Merci beaucoup, Paul. Merci pour la clarté de ton intervention. Alors, Monsieur de la Piquerie nous a
préciser sa question, et je pense qu'elle a trait notamment à la composition de la CLECT, et notamment sur l'hypothèse qu'un maire puisse participer aux travaux de la CLECT alors même qu'il n'en est pas membre, si j'ai bien compris. Donc, je peux peut-être répondre à cette question directement. Bon, vous le savez, la composition de la CLECT, finalement, elle est assez étonnante, hein, puisque la loi privilégie avant tout une représentation communale et non pas une représentation communautaire. Donc, un adjoint aux finances d'une commune qui n'est pas délégué communautaire peut tout à fait siéger au sein de la CLECT. Les textes prévoient la possibilité d'associer des personnalités qualifiées, le cas échéant, au nom d'un principe de bon sens dans le cadre du processus d'évaluation du transfert de charges. Rien n'interdirait à ce que d'autres élus puissent participer aux travaux de la CLECT, mais seuls les membres qui relèvent de la délibération d'installation de la commission pourront participer au vote, qu'il s'agisse de la démarche, j'allais dire, de droit commun ou d'une hypothèse de transfert de charges selon la procédure dérogatoire. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Il y a beaucoup de remerciements, Paul, donc c'est bon signe. Merci en tout cas pour votre participation active. Je vous rappelle donc que nous vous transmettrons le support. Paul, tu remettras peut-être un lien sur la circulaire de 1978 Oui, qui ne nous rajeunit pas, comme tu l'indiquais, effectivement. exactement. Comme je l'indiquais dans le cadre de mon propos introductif, ce webinaire a fait l'objet d'un enregistrement. Il sera donc mis en ligne sur la plateforme de la Banque des Territoires d'ici les prochains jours. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre participation. Monsieur de la Piquerie nous en a profité pour nous souhaiter un bon appétit collectif. Donc, à mon tour de vous souhaiter bon appétit. Je pense que c'est un sujet qui nous a mis en appétit, justement, d'ici les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, merci à vous. À nouveau, un grand merci à toi, Paul, pour la qualité de ton Merci. intervention. Merci à Et vous nous tous. nous Merci. retrouvons très prochainement pour un prochain webinaire qui a lieu, je crois de mémoire, le 6 juin, si je ne dis pas de bêtises, Me et qui semble. aura trait aux enjeux relatifs à la taxe de séjour. Voilà. Merci à vous. À très Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée à toutes et à Merci. tous. Au Au revoir. revoir.